Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez l'édition récapitulative de la semaine. Je suis Hasmi Karakelian. Entre ultimatum militaire à ses frontières et controverses politiques au cœur de l'État, l'Arménie est-elle au bord de la rupture? Ce soir, dans une édition spéciale de ReNews, Enclave, Bakou lance un ultimatum. La guerre est-elle de nouveau imminente? Le blé de la paix enquête sur un symbole de normalisation qui tourne au scandale. Turquie, 2000 ans de prison requis contre le principal rival d'Erdogan. Reportage au cœur d'une démocratie menacée. Les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, loin de trouver un chemin vers une paix durable, sont à nouveau sous forte pression, ravivant les craintes d'une nouvelle escalade. Ce qui se joue actuellement n'est pas une simple question de tracé de frontières, mais un bras de fer géopolitique profond où chaque parcelle de terre est chargée d'histoire et de souveraineté et de potentiels conflits. Au centre de cette crise persistante, une problématique particulièrement épineuse, celle des enclaves et des exclaves. Ces fragments de territoire isolés et imbriqués dans le pays voisin sont de véritables poudrières héritées des découpages historiques et des conflits passés. La semaine dernière, cette question est redevenue explosive. Bakou, par la voix de ses représentants, a non seulement réclamé avec insistance la restitution immédiate de ce qu'elle considère comme ses enclaves, mais a accompagné ces demandes d'une rhétorique forte perçue comme un ultimatum et une menace directe de déstabilisation aux frontières. Hajizadeh a déclaré, je cite, « Le retour des villages de la région de Razar et du village de Karki au Nakhichevan est au centre de l'attention constante de l'Azerbaïdjan. Nous les récupérerons. » Ces mots sont lourds de conséquences. Ils signalent une approche unilatérale, transformant ce qui pourrait être un objet de négociation en une exigence absolue. Une stratégie qui, de facto, place le processus de paix sous une tension maximale. Mais Yerevan, cette fois, a choisi de ne pas se taire. La réponse arménienne se fonde sur le principe de réciprocité, rappelant l'existence d'Artsvachen, son propre territoire de jure, une enclave arménienne, elle-même sous contrôle azerbaïdjanais. C'est une tentative de rééquilibrer le débat, de souligner que la question de l'occupation territoriale n'est pas à sens unique. La situation actuelle révèle une dynamique dangereuse. Bakou semble vouloir capitaliser sur les rapports de force post-conflit pour imposer ses conditions, utilisant la question des enclaves comme un levier pour obtenir des concessions unilatérales. La démonstration de force récente avec des avions de chasse exhibés dans les rues de la capitale azerbaïdjanaise n'est pas un simple défilé. C'est un message non équivoque, une menace implicite de recours à la force si les exigences ne sont pas satisfaites. Pour Yerevan, céder sur ces enclaves sans une contrepartie sur Artsvachen ou sur d'autres territoires occupés reviendrait à affaiblir davantage sa souveraineté et à créer des précédents diplomatiques et territoriaux extrêmement risqués. La question ne se limite pas à la superficie de quelques kilomètres carrés, mais touche à des infrastructures vitales, à des routes stratégiques, à des accès clés visant la sécurité même de l'État arménien. Bakou lance un ultimatum, Erevan répond par le principe de réciprocité. La semaine dernière a montré que l'une des mines les plus explosives des relations arméno-azerbaïdjanaises, le problème des enclaves et des exclaves, est prête à exploser. Les autorités de Bakou exigent non seulement que l'Arménie restitue immédiatement les territoires qu'elle considère comme des enclaves, mais elles menacent également directement d'une nouvelle escalade des tensions frontalières par leur déclaration. Le retour des villages de la région de Gazak et du village de Karki, au Nakhichevan, est au centre de l'attention constante de l'Azerbaïdjan. Nous les récupérons. Par les lèvres de Hajizadeh, Bakou fait en fait chanter le processus de paix. La partie azerbaïdjanaise considère la question non pas comme une négociation, mais comme une exigence unilatérale,
tandis qu'Erevan, cette fois, réplique fermement en rappelant le territoire de jure de l'Arménie, Artsvashen. À la suite de la délimitation, nous devons restituer Artsvashen et les autres territoires souverains occupés de la République d'Arménie. Artsvashen est notre territoire. Je ne peux pas ne pas en parler. Il y a des sections à Djermouk, Tavouch et Sounik. L'Azerbaïdjan ignore publiquement les exigences arméniennes, ne mentionnant même pas l'occupation de nos territoires dans la zone du lac Sève. Ils insistent sur le fait que les territoires sous contrôle arménien doivent être restitués sans condition. Aujourd'hui, il n'y a qu'une solution. Soit nous devons échanger ces enclaves, car elles sont très importantes pour nous sur des routes d'importance stratégique, et il s'avérera que ces routes passeront sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, ce qui, je crois, est très dangereux. Artsvashen, à cet égard, ne pose aucun problème à l'Azerbaïdjan. C'est une petite île très isolée qui ne créera aucune complication stratégique pour l'Azerbaïdjan. Les experts azerbaïdjanais s'inquiètent également de la manière dont la question sera résolue. Ils notent que si un échange de territoire n'a pas lieu, ces zones deviendront un catalyseur pour un autre conflit armé à l'avenir. La question de la résolution du sort de nos 4 villages et d'un village arménien soulève de sérieuses questions. Je pense que, sur la base de l'expérience internationale, la meilleure option ici est l'échange de terres. Sinon, nous serons obligés de céder Bachkent à l'Arménie, ce qui signifie que nous devons accepter la création d'une enclave arménienne dans notre pays. En réponse à la logique de l'ultimatum azerbaïdjanais, le député de la faction Contra-Civil, Sargis Kandanian, a rétorqué qu'il ne pouvait y avoir de concession unilatérale. Toutes les enclaves, y compris Artsvashen, doivent être mises sur la table des négociations. Tout scénario d'échange ou de concession qui violerait l'intégrité territoriale de la République d'Arménie ne peut avoir lieu sans référendum. Il ne peut y avoir question de concession unilatérale. Ce problème n'est pas seulement une délimitation, mais en réalité une guerre juridique autour des territoires. Erevan insiste sur le fait que la délimitation doit être effectuée sur la base de la déclaration d'Alma-Ata de 1991 et des frontières légales tracées entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan soviétique. Cependant, l'Azerbaïdjan continue de présenter sa demande comme une restauration de terres, ignorant complètement l'occupation du territoire de jure de l'Arménie. Garnik Danilian a rappelé comment ils devaient transférer 900 hectares de Berkaber, mais ne l'ont jamais fait. Alors que le processus de négociation ralentit, la rhétorique tendue autour des enclaves augmente le risque d'une flambée de tensions frontalières. Avec la démonstration de chasseurs dans les rues de Bakou, Aliyev résout précisément ce problème. Il fait ouvertement allusion à une solution par la force, tentant d'obtenir des concessions unilatérales d'Erevan. Le territoire d'Artsvashen est d'environ 4000 hectares ou 40 km². Après le 12 mai 2021, l'Azerbaïdjan a occupé, selon diverses estimations, 215-241 km² supplémentaires. Et la superficie totale des soi-disant enclaves azerbaïdjanaises en Arménie est d'environ 44 km². Alors que le processus de négociation ralentit, la rhétorique tendue autour des enclaves augmente le risque d'une flambée de tensions frontalières. Avec la démonstration de chasseurs dans les rues de Bakou, Aliyev résout précisément ce problème. Il fait ouvertement allusion à une solution par la force, tentant d'obtenir des concessions unilatérales d'Erevan. Le territoire d'Artsvashen est environ 4000 hectares ou 40 km². Après le 12 mai 2021, l'Azerbaïdjan a occupé, selon diverses estimations, 215 à 241 km² supplémentaires. Et la superficie totale des soi-disant enclaves azerbaïdjanaises en Arménie est d'environ 44 km². Diana Karapetian, Riopen Media. La semaine dernière, une autre image forte a traversé les médias arméniens, celle du ministre de l'économie Gevorg Papoyan, célébrant en pleine nuit à la gare d'Ayroum l'arrivée d'un train de blé en provenance d'Azerbaïdjan. Un événement salué par le gouvernement comme un moment historique, le symbole même du déblocage des routes et un pas décisif vers la normalisation des relations régionales. Une image porteuse d'espoir, mais dont les coulisses révèlent aujourd'hui une réalité plus complexe et bien moins reluisante. Car si le geste politique est indéniable, la nature même de la cargaison suscite désormais une
autre fond de controverse. Le blé tant célébré n'est pas de première ou de deuxième qualité, mais de quatrième catégorie. Autrement dit, un grain de qualité moyenne pouvant servir à la fois pour la farine ou c'est là que le bas blesse comme fourrage pour la bataille. Ce détail omis par les officiels lors de la réception euphorique soulève aujourd'hui des questions fondamentales sur la transparence de la communication gouvernementale et la réelle portée de cette avancée. Cette affaire n'est pas anecdotique. Elle expose une fracture significative entre la narration officielle et les faits. D'un côté, une mise en scène politique savamment orchestrée pour marquer un jalon historique présenté comme une victoire diplomatique majeure. De l'autre, une réalité matérielle, la qualité du blé qui, une fois révélée par le fournisseur, remet en question l'intégralité du message. Plongeons maintenant au cœur de cette enquête signée Simon Ovanessian pour Reopen Media. Du blé de quatrième catégorie, ou fourrage pour bétail. C'est ce qu'accueillait la semaine dernière Gevorg Papoyan à Irum. Il s'était rendu à la gare en pleine nuit pour se faire photographier devant les trains, qualifiant le moment d'historique. Je serai le premier à manger le pain de ce blé. C'est ainsi que le ministre avait commenté sur sa page Facebook, où il partageait quotidiennement des nouvelles sur l'arrivée du blé. Il voulait probablement dire que le blé était sans danger. Le blé est classé en plusieurs catégories. La première et la deuxième sont de haute qualité. La troisième et la quatrième sont de qualité moyenne. De cette dernière, on obtient aussi bien de la farine que du fourrage. D'ailleurs, c'est le dirigeant de la Société nationale Prod Corporation, le fournisseur, qui a révélé la catégorie du blé. Le vice-ministre de l'économie n'a pas démenti que ce blé pourrait devenir du fourrage. La République d'Arménie a aussi besoin de ce type de blé, chers amis. Qu'en pensez-vous? Mais vous ne l'avez pas présenté ainsi, c'est là le problème. Est-ce que quelqu'un a mentionné une catégorie jusqu'à présent? Sérieusement? Où est-ce écrit? Bien sûr que non. On a dit que du blé arrivait. Mais on n'a pas dit que c'était du fourrage. Chers amis, pour le dire crûment, a-t-on dit que c'était un autre type de blé? On a dit que c'était de la diversification, une alternative, que le moment... Et ce blé n'est pas sujet à la diversification? Le blé n'est pas du blé? Quand l'animal le mange, ne nous donne-t-il pas quelque chose en retour? Selon le vice-ministre, ce blé était également nécessaire pour nous. Il demande pourquoi ses collègues officiels auraient dû préciser qu'il s'agissait de la quatrième catégorie. L'essentiel, c'est le déblocage des routes. Le député de l'opposition Garnik Danelian n'est pas d'accord. Pourquoi n'est-il pas venu par la route Kazakh-Ijevan? C'était plus court, dit-il, et il n'y aurait pas eu de coût supplémentaire ajouté au prix de revient. Le déblocage, cela aurait été si, peu importe que ce soit du blé ou d'autres marchandises, elles étaient arrivées par exemple à la gare d'Ijevan. Je veux vous informer qu'on exagère tout cela en disant, vous savez, à propos de ces lignes, de ces voies ferrées, de la gare de Kazakh de la frontière jusqu'à la gare d'Ijevan, il n'y a que 10 km. Autrement dit, il s'agit seulement d'un tronçon de 10 km dont les rails existent, il n'y a que des travaux courants à effectuer, et si ces travaux sont faits, il est possible que ces wagons arrivent et soient déchargés à la gare d'Ijevan en très peu de temps. L'autre lot, qui venait de Russie, était également arrivé par la Géorgie. Ce grain, selon la description du vice-ministre de l'économie, est du blé normal. D'ailleurs, Papoyan a déclaré aujourd'hui qu'il était de troisième catégorie. Il y a quelques jours, dans une conversation avec Reopen Media, la société Al Ragaz a confirmé qu'elle soumettait le blé à une expertise pour en obtenir de la farine. Selon le Comité des revenus de l'État, cette organisation est engagée dans la production de farine. Nous avons regardé dans les boutiques en ligne pour voir les produits de cette société. Nous n'avons trouvé que de la farine de qualité supérieure. Dans ce cas, une question se pose. Comment est-il possible d'obtenir de la farine de qualité supérieure à partir de blé de qualité moyenne? Simon Ovanessian, Reopen Media. Passons en Turquie maintenant. Un tremblement de terre politique secoue la Turquie et son épicentre se situe à Istanbul, la plus grande ville du pays. Le principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, est au centre d'une offensive judiciaire d'une ampleur inédite, soulevant des craintes quant à l'indépendance de la justice et l'état de la démocratie turque. Le maire d'Istanbul
d'Istanbul et figure emblématique du Parti républicain du peuple, fait face à une menace judiciaire sidérante qui pourrait mettre fin à sa carrière. Une peine de prison réclamée par le parquet qui pourrait atteindre plus de 2000 ans. L'affaire est d'une gravité exceptionnelle. İmamoğlu est confronté à 142 chefs d'accusation. Les charges sont lourdes et couvrent un spectre allant de la corruption et du blanchiment d'argent à des allégations d'espionnage. Le dossier d'instruction qui s'étend sur près de 4000 pages le décrit comme le chef d'un réseau criminel ayant manipulé des appels d'offres publics. En réponse, İmamoğlu rejette catégoriquement toutes les accusations, les qualifiant de fausses et politiquement motivées. Le caractère massif de ces charges, de l'ampleur de la peine requise ne laisse aucun doute pour l'opposition et les observateurs internationaux. Il s'agit d'une tentative claire d'éliminer un rival politique de la scène publique, İmamoğlu, et de loin le plus grand rival politique du président Recep Tayyip Erdogan. Il a réussi l'exploit de battre par 2 fois le candidat du parti au pouvoir à Istanbul, la ville vitale pour l'économie et la politique turque. Ces victoires ont prouvé que le parti de Tayyip pouvait être vaincu. Le gouvernement, par la voix de ses responsables, insiste. L'affaire relève uniquement de la justice et de la lutte contre la corruption. Néanmoins, le moment choisi pour ces poursuites et leur caractère disproportionné ont fait naître des doutes au niveau mondial. Ce procès est bien plus qu'une affaire de corruption municipale. C'est un test décisif pour la démocratie turque. Il montrera jusqu'où le pouvoir exécutif est prêt à aller pour museler et écarter l'opposition en laissant la justice devenir, selon ses détracteurs, un outil au service de la stratégie politique. Le reportage de mon collègue turcophone Lilith Mouradian. Tayyip démissionne. Les rues de Turquie réclament la démission de Recep Tayyip Erdogan. Finalement, nous devons nous débarrasser de cet homme. Le futur dirigeant de ce pays, notre futur président, c'est Ekrem İmamoğlu. Les partisans du maire d'Istanbul emprisonné, Ekrem İmamoğlu, rival politique et ennemi d'Erdogan, sont descendus dans la rue suite à la demande absurde du procureur. Condamner le chef de l'opposition à 2352 ans de prison. Oui, vous avez bien entendu. La presse internationale est également stupéfaite par ce chiffre. De Reuters au Guardian, la Turquie est qualifiée de pays où la démocratie est en pleine érosion. Pour le maire d'Istanbul en prison depuis mars de cette année, le procureur général a préparé un acte d'accusation de près de 4000 pages. İmamoğlu est accusé d'avoir créé et dirigé une organisation criminelle, de corruption, de blanchiment d'argent, de fraude et de soutien à une organisation terroriste. Le procureur estime que le chef de la principale force d'opposition en Turquie a causé un préjudice à l'État d'environ 4 milliards de dollars. Les manifestants n'ont aucun doute. Erdogan a peur depuis sa défaite face à l'opposition lors des élections à Istanbul et c'est İmamoğlu qui pourrait le battre en 2028. N'est-ce pas une coïncidence intéressante qu'Erdogan ait lui-même été élu président de la Turquie après avoir été emprisonné et être devenu maire d'Istanbul ? C'est vide. Les partisans d'İmamoğlu qualifient les accusations portées contre lui de complètement vides. Ils exigent que les procès soient retransmis en direct à la télévision afin que le public turc puisse voir ce que le gouvernement d'Erdogan est prêt à faire pour conserver ses sièges. Nos amis sont innocents. L'acte d'accusation contre İmamoğlu et les autres est une calomnie. Ce n'est pas seulement vide, c'est complètement vide, c'est entièrement vide. İmamoğlu a été élu maire d'Istanbul, une ville de 16 millions d'habitants, en 2019 en battant à 2 reprises le candidat du parti d'Erdogan. Il a également été soutenu par le Parti démocratique des peuples, un parti d'opposition dont l'ancien député, Garo Paylan, a parlé de la régression de la démocratie en Turquie dans l'émission Reopen. Après les années 2010, l'Europe a commencé à voir la Turquie différemment. Ils ont dit qu'un pays, à majorité musulmane, ne pouvait pas être membre de l'Union européenne.
Et Erdogan, en opportuniste, a dit « si tu ne veux pas de moi, je ne veux pas de toi ». Qu'est-ce qui en a résulté? La Turquie s'est éloignée de valeurs européennes, des valeurs démocratiques, et est passée sous l'influence d'un courant nationaliste. Maintenant, en Turquie, il n'y a ni liberté d'expression, ni liberté de la presse. Et cet Erdogan, prêt à tout, anticipe tellement qu'il a même fait annuler le diplôme d'Imamoglu, ce qui pourrait l'empêcher de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Lilith Mouradian, Open Media. Et maintenant, je voudrais vous parler d'Alexandre Delval, ce géopolitologue et essayiste français, docteur en histoire contemporaine et connu pour ses travaux et ses prises de position sur plusieurs thèmes majeurs. L'un d'eux est l'islamisme radical, un sujet qu'il a fait connaître dès les années 1990. Il a été l'un des premiers à théoriser la menace que représente l'islamisme totalitaire pour l'Europe et l'Occident. Il a également abordé la question de la Turquie et du néo-ottomanisme. Enfin, il analyse la géopolitique des menaces hybrides, c'est-à-dire la manière dont les États et les groupes non étatiques utilisent des moyens non militaires pour déstabiliser leurs adversaires. Je vous présente un reportage sur lui et ensuite, j'ai une surprise pour vous. Restez avec nous. Dans le bruit constant des relations internationales où les alliances se font et se défont, une voix française s'élève avec constance pour défendre l'Arménie. Son nom, Alexandre Delval. La Russie ne fera rien. Qui est cet intellectuel qui place l'Arménie au cœur de ses analyses sur les grands bouleversements du monde? Pourquoi sa pensée est-elle si cruciale pour comprendre les menaces qui pèsent sur le peuple arménien aujourd'hui? Plongeons au cœur de son travail. Pour Alexandre Delval, l'Arménie n'est pas un sujet parmi d'autres, c'est un cas d'étude fondamentale. Dans son livre de 2011, « Pourquoi on tue des chrétiens dans le monde aujourd'hui ?», il analyse la longue histoire des persécutions. Il y présente l'Arménie comme le symbole ultime de cette tragédie. En tant que première nation chrétienne de l'histoire, elle a subi le paroxysme de la violence avec le génocide de 1915. Mais pour Delval, cette histoire n'est pas terminée. Il voit dans la guerre du Karabakh et l'épuration ethnique de l'Artsakh une manifestation moderne de cette christianophobie, un projet visant à effacer une présence chrétienne millénaire par la force et la destruction de son patrimoine. En 2016, dans son ouvrage Choc, les vrais ennemis de l'Occident, Delval va plus loin. Il utilise le cas arménien pour critiquer ce qu'il considère comme la cécité stratégique des puissances occidentales. Son argument est puissant. En se focalisant sur la Russie comme adversaire principal, l'Occident se trompe de cible et abandonne ses alliés naturels. L'Arménie en est l'exemple le plus flagrant. Pour lui, l'Arménie n'est pas qu'un petit pays du Caucase, c'est un front civilisationnel, un avant-poste de la civilisation judéo-chrétienne face à deux menaces existentielles qu'il identifie clairement, l'islamisme radical et l'impérialisme pan-turquiste d'Ankara et de Bakou. L'abandon de l'Arménie est une forme de suicide moral et stratégique de l'Occident. L'abandon terme trahir l'Arménie, c'est se trahir soi-même. Aujourd'hui, la pensée d'Alexandre Delval est plus pertinente que jamais. Son dernier livre, Le Nouvel Ordre Post-Occidental, analyse la grande bascule géopolitique que nous vivons. La guerre en Ukraine et l'incertitude américaine avec le possible retour de Trump ne font qu'accélérer la fin de la domination occidentale. Pour l'Arménie, cela signifie naviguer dans un monde encore plus dangereux où les anciennes garanties n'existent plus. Le travail Delval offre une grille de lecture essentielle. Il pousse à réévaluer qui sont les vrais alliés et les vrais ennemis dans ce nouvel ordre mondial en pleine formation. Alexandre Delval n'est pas seulement un ami de l'Arménie, il est un penseur qui donne au combat arménien sa véritable dimension, celle d'un enjeu universel. Il rappelle en Occident, souvent amnésique, que la survie de l'Arménie est aussi la sienne. Une voix précieuse, lucide et courageuse qu'il est aujourd'hui indispensable d'écouter et de faire entendre. Asmi Karakelian, Open Media.
Et comme nous l'avons évoqué juste dans notre reportage, Alexandre Delval vient de publier un ouvrage qui résonne avec une actualité brûlante. Son dernier livre s'intitule « Le nouvel ordre post-occidental. Comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique ». Dans cet essai, le géopolitologue décortique les dynamiques profondes qui redessinent notre monde. Il y analyse comment l'élection où le retour de Donald Trump agit comme un puissant accélérateur de la rupture avec l'ordre unipolaire que nous connaissions depuis la fin de la guerre froide. La mondialisation est un tournant majeur et Delval s'appuie sur des événements comme le dernier sommet des BRICS à Kazan qui a réuni des puissances considérables telles que la Chine, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Égypte ou le Brésil pour illustrer cette mutation. Il explore également comment, sous l'impulsion de Donald Trump, les États-Unis eux-mêmes amorcent des changements radicaux, menaçant de fracturer de l'intérieur ce que l'on appelait encore l'Occident. À l'intérieur même de l'Europe, les divergences deviennent criantes entre une Hongrie de Viktor Orban ou une Italie de Giorgia Meloni et la France d'Emmanuel Macron ou l'Allemagne de Merz, les points communs semblent de plus en plus rares. Notre invité d'aujourd'hui est Alexandre Delval, un géopolitologue français et docteur en histoire reconnu. S'il est connu en France pour ses analyses sur de nombreux sujets, son expertise est particulièrement pertinente pour nous en Arménie pour plusieurs raisons cruciales. Premièrement, il est l'un des plus grands spécialistes et critiques de la Turquie d'Erdogan, et ce depuis plus de 20 ans. Il a été l'un des premiers à théoriser les concepts de néo-ottomanisme et d'expansionnisme pan-turquiste, des stratégies qui sont aujourd'hui une menace existentielle pour l'Arménie. Deuxièmement, il a beaucoup écrit sur le sort des chrétiens d'Orient et voit dans l'Arménie un cas emblématique de la confrontation des civilisations. Enfin, il porte un regard très critique sur la politique étrangère des pays occidentaux, qu'il juge souvent naïfs ou impuissants face à leurs adversaires. C'est donc une voix différente, une voix réaliste et souvent sans concession que nous allons entendre aujourd'hui pour décrypter la situation de l'Arménie. Bonsoir, Monsieur Delval. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans vos livres et vos interviews, vous avez abordé à de plusieurs reprises le cas de l'Arménie. Comme vous le savez, l'Arménie est en train de changer son vecteur de politique étrangère. Et ici, la situation est assez critique. Et donc, nous avons beaucoup entendu la voix de plusieurs politologues étrangères, russes, américains, aussi les politologues et essayistes arméniens de la diaspora, mais vraiment nous avons besoin d'écouter aussi les politologues européens. Et donc, permettez-moi de poser la première question. Monsieur Delval, il y a 20 ans, dans votre livre « La Turquie dans l'Europe », vous parliez d'un cheval de Troie islamiste. La guerre de 2020 et l'épuration ethnique de 2023 au Karabakh sont-elles, selon vous, la confirmation ultime que le projet pan-turquiste d'Erdogan n'était pas un fantasme, mais une stratégie de longue haleine que l'Europe a refusé de voir? Alors, ce que je dis à mes étudiants et que je dis aussi dans mes livres depuis des années, c'est que Erdogan est un homme complexe avec plusieurs visages. Alors, avec les Américains, dans les années 2000, il a joué la carte de l'OTAN, de l'atlantisme, de l'alliance avec l'Occident, le souvenir de la lutte contre le communisme sous la guerre froide. Et il a même joué au libéral, il a libéré les banques du carcan de l'État et il a fait du libéralisme économique. Et du coup, en disant qu'il était pour l'Occident et pour l'Europe, c'est ce que je l'appelais le cheval de Troie islamiste, il a désarmé les Européens et les Occidentaux, et surtout les Américains qui ont fait pression sur l'Europe. Et c'est pour ça qu'on a ouvert la candidature de la Turquie et le fameux
vous savez, les fameux critères des 35 chapitres de l'acquis communautaire. Ça, c'était le premier Erdogan que les Occidentaux ont connu. Mais moi, je parle de mon livre de l'Erdogan d'avant, qui venait du Miligürüş et qui a été formé par une association islamiste internationale qui, depuis, s'est séparée de lui, mais qui l'a formé. Et il vient de cet islamisme-là. Mais comme il est malin, il est capable de changer de stratégie et d'avoir plusieurs stratégies en même temps. Pour garder le pouvoir, il a fait l'alliance avec les pan-turquistes du mouvement d'extrême droite MHP, que vous prononcez MEGP. Et là, c'est intéressant parce qu'il actionne deux mythes pour mobiliser son néo-empire. Il actionne deux mythes. Le mythe ottoman et le mythe islamique lui permet de briller dans les pays musulmans et surtout dans les pays arabes, les anciennes possessions musulmanes arabes de l'Empire ottoman. Donc le mythe ottoman, la profondeur stratégique qu'avait décrit Davutoglu, lui permet de séduire les Arabes et de faire oublier que la Turquie était une puissance coloniale parce que Erdogan est très malin, il utilise beaucoup la défense de l'islam, la défense des frères musulmans et la défense de la Palestine et du Hamas pour séduire les Arabes, pour faire oublier qu'en fait, il veut recoloniser en quelque sorte indirectement les Arabes. Et ça marche puisque certains pays arabes comme l'Algérie ou la Tunisie voient la Turquie comme un protecteur, ou la Libye, notamment Tripoli, les forces islamistes de l'ouest de la Libye. Et deuxième mythe qu'il utilise, et là ça vous concerne plus, contre les Arméniens, il utilise plutôt un mythe différent qui n'est pas islamique, qui est le mythe ethnique, racial des peuples turciques, avec notamment bien sûr cette fameuse carte que l'on connaît, qui est la carte des loups gris, qui veut réunir tous les Turcs dans un même empire. Et donc c'est pour ça que je ne confonds pas les trois stratégies, parfois pro-occidentales, parfois islamistes néo-ottomans, et parfois pan-turquiste pour séduire l'extrême droite turque, pour rester au pouvoir, puisqu'il a perdu des voix. Il a réussi à survivre dans le pouvoir uniquement grâce à son alliance avec l'extrême droite depuis 2016. Une de vos interviews, vous avez qualifié Erdogan de génie politique. Qu'est-ce qui vous a mené à cette conclusion? Alors bien sûr, ça peut choquer pas mal d'Arméniens de dire génie politique. J'ai parlé aussi du génie des djihadistes, donc bien sûr, ce n'est pas un terme qui est moral, bien ou mal, c'est un terme technique qui veut, quand je dis génie en géopolitique, ce n'est jamais une connotation morale, c'est une connotation d'efficacité. Et il faut avouer qu'en termes d'efficacité, Erdogan a été redoutable. Il a dépassé en longévité Atatürk lui-même, c'est le Atatürk à l'envers. Il résiste à tous les coups, à toutes les stratégies. À chaque fois qu'on le donne perdant, il revient avec un nouveau visage ou plusieurs visages à la fois. Et surtout, il a l'air. Beaucoup de gens croient qu'il est moyennement intelligent parce qu'il vient du peuple, il parle avec l'accent du peuple, mais il est beaucoup plus rusé. Il a cette ruse, vous savez, de la rue, comme Poutine, la ruse de l'animal politique qui a grandi dans la rue, qui a fait du foot, qui était dans les bas quartiers. Il a cette ruse. Moi, je connais ça puisque je viens de quartiers très, très pauvres. Et souvent, la personne qui vient des quartiers difficiles est plus malin. Il va être peut-être moins cultivé, mais plus malin. En ce sens, c'est un génie. Il a ce génie de la malice de l'homme de la rue qui est devenu très important et qui a une grande connexion avec le peuple. Rappelez-vous le jour où il a pris le paquet de cigarettes d'un jeune militant, il l'a déchiré devant lui et il a dit « Mes services te surveilleront pour être sûr que tu ne fumes pas ». Ça, c'est le génie politique de l'homme paternel qui joue au père de famille, qui joue un peu au parrain, presque le parrain mafieux, mais ça plaît beaucoup au peuple quand on fait le protecteur un peu mafieux comme ça. Moi, je vais t'aider à pas fumer. Et il a souvent ce genre d'attitude très populiste. Il séduit une partie du peuple encore aujourd'hui. Je suis allé en Turquie 2 fois cette année pour des raisons professionnelles et j'ai remarqué qu'il a encore des gens qui le suivent, beaucoup, moins qu'avant. Mais il a une longévité extraordinaire et surtout, il a su jouer avec les Russes quand ça l'arrange, avec les Ukrainiens quand ça l'arrange. Il a donné des drones aux Ukrainiens, mais il aide à contourner l'embargo sur les produits russes. Il joue sur la Chine, en même temps l'Amérique. Il a même joué avec les djihadistes en Syrie contre Bachar el-Assad et contre les Kurdes.
Si vous voulez, je ne dis pas qu'il est génie moralement Oui. ou philosophiquement, mais c'est génial au sens, comme on dit en italien, le trasformismo. Il est capable de jouer tous les rôles. C'est un véritable acteur qui joue tous les rôles. Rappelez-vous, quand il va voir les frères musulmans, il fait ce signe, Oui. 4. Oui. Le signe en arabe, c'est Rabia. 4, ça veut dire aussi le printemps arabe. C'est le signe des frères musulmans. Quand il va dans les meetings des islamistes, il fait ce signe. Mais quand il va voir les loups gris du parti MHP, il fait Oui. ce signe, Oui. le Oui. signe des loups gris. Oui. Et donc, c'est rien que ça montre que c'est un acteur. Oui. Il joue plus. Et normalement, historiquement, l'idéologie des loups gris est opposée à l'idéologie des islamistes. Ce sont deux mythes totalement incompatibles, puisque, comme vous le savez, les auteurs du génocide des Arméniens étaient adeptes d'une vision raciale, linguistique, mais qui n'était pas du tout islamique, qui était même laïque, qui était même assez proche du pan-germanisme. Donc ce sont deux mythes au départ différents, mais il est génial parce qu'il arrive à réconcilier des mythes opposés. Il est le seul homme politique qui a réconcilié l'islamisme radical et le pan-turquisme. Dans cette nouvelle situation que l'Arménie se trouve, est-ce que vous croyez en amitié entre la Turquie et l'Arménie? J'en suis sûre que vous êtes au courant qu'actuellement Oui. l'Arménie et la Turquie font des efforts pour normaliser les relations bilatérales. Alors, pour la petite histoire, j'étais très ami avec Hrant Dink, qui a été tué, comme vous le savez, de 2 balles dans la tête en pleine rue par soi-disant un fou, etc. Et Hrant Dink croyait en la possibilité de l'amitié entre les deux peuples. Il ne parlait pas des gouvernements, mais il me disait souvent il faut tout faire pour qu'un jour il y ait même la paix entre l'Arménie et la Turquie. Et ça lui a été d'ailleurs, ça lui a valu quelques critiques dans la diaspora arménienne parfois. Après, quand il est mort, plus personne n'a dit du mal de lui, mais avant, je me rappelle, avant sa mort, dans la diaspora arménienne, ça choquait cette idée. Et moi-même, il me disait, tu es trop caricatural, tu dois comprendre, nous avons intérêt à nous entendre, etc. Et je comprends que Pachinian veuille jouer cette carte, mais je pense que c'est un peu naïf. Je pense que c'est intelligent en absolu, mais est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce qu'on peut faire confiance au régime d'Erdogan pour ne pas ensuite trahir la parole? Pour comprendre, il suffit de voir ce que Erdogan a fait à Poutine. Erdogan a promis de désarmer les djihadistes en Syrie pendant la guerre civile dans les accords d'Astana et de Sochi. Et il avait promis de les désarmer et de les maintenir à Idlib et même de les faire partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aidés à prendre le pouvoir contre Bachar al-Assad. Ça veut dire qu'il a fait l'inverse de la parole qu'il a donnée. On a beaucoup d'exemples comme ça aussi, avec par exemple avec les Russes. Il a aussi trahi les Russes sur des prisonniers qu'il ne devait pas relâcher pendant la guerre en Ukraine. Donc Erdogan est habitué à trahir ses paroles, à dire des choses et à faire autre chose, peut-être pas envers son peuple, mais en tout cas envers des acteurs faibles ou en difficulté. Erdogan est comme un scorpion qui va à un moment vous piquer. On ne sait pas quand, et même s'il vous l'aidez à traverser la rivière, le scorpion peut piquer la grenouille. Et on peut dire que Erdogan, son signe, je ne sais pas son vrai signe astrologique, mais il est comme le scorpion, donc peut-être qu'il va respecter un accord avec Pachinian. Si Pachinian renonce à mettre la mention du génocide dans la Constitution, et si Pachinian renonce à la mention de la Constitution qui parle des terres arméniennes historiques, si Pachinian accepte de faire cette énorme concession, peut-être que Erdogan va trouver un intérêt en se montrant le grand homme de la paix, le pacificateur, et qu'il tiendra plus ou moins parole quelque temps, mais peut-être que non. Peut-être qu'il en profitera pour attaquer, à aider les Azéris à attaquer bientôt le corridor de la région de Siomi. On ne sait pas. Pour être franc, je n'ai pas de certitude. Mais moi, je pense que l'histoire récente nous montre qu'un accord avec Erdogan, si vous êtes en position de faiblesse, n'est pas un accord vraiment crédible. Et je pense que la clé de la survie de l'Arménie, je parle de survie car ce pays est en danger existentiel, Oui. ne vient que de deux pays.
Et l'Amérique n'est pas plus fiable que la Turquie. L'alliance avec l'Amérique ne sauvera pas les Arméniens. L'alliance avec l'Union européenne, le projet de rentrer dans l'Union européenne ne sauvera pas les Arméniens. Rappelez-vous, quand est-ce qu'il y a eu la guerre en Géorgie? Quand les Géorgiens ont voulu rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Quand est-ce qu'il y a eu la guerre en Ukraine? À partir du moment où les Ukrainiens, à partir de 2014, quand ils ont commencé à rêver d'Europe. Je pense que le piège pour les Arméniens, c'est de croire au projet de M. Pachinian, qui est comme M. Saakashvili, il croit aux promesses des Européens et des Américains. On a vu que les promesses des Européens et des Américains, elles ne valent à rien. Je pense que les deux seuls États qui pourraient avoir un intérêt à garantir la sécurité du peuple arménien, je parle de l'Arménie, je ne parle pas bien sûr du Haut-Karabakh, dans l'avenir, s'il y avait des deals, mais des deals qui vont aussi avoir un prix, c'est l'Iran et la Russie. Et je ne suis pas du tout favorable au régime iranien. Je n'aime pas ce régime. Mais je raisonne en géopolitologue cynique qui se met à la place d'un acteur. Seuls deux États pourraient avoir un intérêt. Mais en échange, bien entendu, l'Arménie devra rester neutre. L'Arménie ne sera jamais aidée par les Iraniens et par les Russes si elle continue à vouloir être occidentale. Je comprends que Pachinian veuille jouer la carte de l'Occident, mais j'ai bien peur que Pachinian finisse comme Saakashvili en Géorgie. La France, c'est peut-être un des seuls alliés réels de cœur de l'Arménie, mais elle ne peut pas faire grand-chose. La France, elle n'est forte militairement que grâce à la bombe atomique. Son armée n'a plus rien à voir avec avant. Elle n'a pas assez de munitions, elle n'a pas de drones. Il faut savoir que la France, elle a la bombe atomique, mais elle n'a pas de drones. Elle n'est pas capable de faire une guerre de haute intensité moderne. Aujourd'hui, les guerres, c'est les drones, c'est l'extrême mobilité, c'est la technologie. Et la France n'a pas assez d'hommes. Macron veut envoyer des hommes en Ukraine, il ne peut même pas envoyer plus de 20 000 hommes. Et tous les Européens réunis, c'est 40 000 hommes maximum. Pour aider l'Ukraine, il faudrait 300 000 hommes et il faudrait risquer une guerre nucléaire avec la Russie. La France ne peut rien faire de concret contre des grands acteurs. La France ne peut pas faire la guerre à l'Azérie, à l'Azerbaïdjan et à la Turquie en même temps. Par contre, la France peut aider l'Arménie à s'équiper, à avoir quelques missiles, quelques munitions, quelques obus. Oui, mais ce n'est pas ça qu'il va... Pardon. Ce qu'elle fait actuellement, oui. Oui, ce qui est déjà le cas à petite dose. Elle pourrait faire plus, mais c'est pas mal. Avec Chypre, la Grèce et l'Arménie, la France est le seul pays qui aide ce que j'appelle l'axe victime de la Turquie. La Grèce a un accord de défense avec la France. Chypre, depuis mon ami Lilikas, depuis les années 2000, l'ancien ministre des Affaires de la Défense et d'Affaires étrangères, et elle est le seul pays d'Europe qui aide un peu l'Arménie. Tout le reste de l'Occident a laissé tomber l'Arménie et les promesses américaines, pour l'instant, ce ne sont que du vent. Est-ce que l'Amérique est venue secourir les Arméniens qui ont été exilés et purifiés ethniquement dans le Haut-Karabakh il y a 2 ans? Non. Monsieur Delval, vous décrivez souvent l'Arménie et plus spécifiquement la région du Syunik comme le dernier verrou géopolitique empêchant la continuité territoriale du monde turcique. Avec la pression maximale pour le soi-disant corridor de Zangezur, ce verrou est-il sur le point de sauter? Et que signifierait sa rupture non seulement pour la région, mais aussi pour l'Europe et la Russie? Je pense que le verrou est en train de sauter. Un moment, quand il y avait eu des négociations avant la chute du Haut-Karabakh, il y avait des possibilités, des négociations que des pays comme la Russie ou l'Iran auraient pu mettre leur nez dans cette affaire et on aurait pu faire un système d'un corridor qui soit garanti par la Russie et par d'autres pays, pourquoi pas l'Iran. Mais cette option n'a pas été retenue pour l'instant dans le plan Trump, qui n'est qu'un mémorandum, ce n'est pas un accord ni signé ni ratifié. Pour l'instant, on n'est pas dans cette voie, mais la seule chose qui pourrait sauver les Arméniens d'une colonisation azérie progressive, ce serait des parrains internationaux, des garants qui mettent une armée, des dispositifs très importants pour garantir le corridor. Mais s'il n'y a pas des garanties de pays qui peuvent avoir un intérêt à défendre l'intégrité territoriale arménienne, je pense qu'ensuite l'Azerbaïdjan voudra toujours plus. Après, elle voudra agir beaucoup plus directement et élargir. Elle dira que ce n'est pas assez large, qu'il faut plus
qu'il faut plus de volume pour le Nakhichevan, etc. Et elle voudra faire une jonction encore plus nette. Donc je pense que l'Arménie doit négocier avec Trump et avec la Russie et notamment avec ces deux pays une sorte de zone de free trade, une zone intermédiaire qui donnerait des gages aux uns et aux autres et en essayant de demander une protection maximum, un peu comme Zelensky qui retarde le traité de paix, il dit en attendant je veux des garanties. Je pense que l'Arménie a besoin de garanties sérieuses. Mais c'est difficile puisque malheureusement il y a la guerre en Ukraine qui empêche le dialogue entre l'Occident et la Russie. Donc j'ai bien peur que l'Arménie soit dans une situation très difficile. Donc l'Arménie n'a pas d'autre choix que de refaire un accord pour redevenir beaucoup plus amis avec la Russie. Je pense que c'est la seule solution. Malheureusement, la solution qui a été prônée par M. Pachinian, ça a été le rêve, l'Eldorado européen, l'Eldorado de l'OTAN, l'Eldorado américain. Ce rêve est un mythe qui va terminer comme la Géorgie et j'espère pas comme l'Ukraine. Quelle faute grave voyez-vous dans la diplomatie arménienne? Je pense que la faute grave, ce n'est pas une faute morale, parce que probablement les gens qui ont voté pour Pachinian, je les comprends, ils voulaient lutter contre la mentalité soviétique, contre la corruption, contre un petit peu cette Arménie post-soviétique qui est restée longtemps avec un système à l'ancienne. Je comprends qu'ils veulent la modernité et l'Occident. Malheureusement, les États ne choisissent pas leur géographie. La géographie, et c'est pour ça que je fais de la géopolitique, la géographie de l'Arménie ne permet pas d'avoir une Russie hostile. Et malheureusement, la Russie, ce ne sont pas des anges, ce n'est pas un État qui aide l'Arménie par philanthropie, elle aide l'Arménie si l'Arménie reste son satellite. Donc c'est terrible le destin de l'Arménie. Si l'Arménie veut être vraiment indépendante, le problème c'est qu'elle risque de vexer toujours quelques acteurs. Et donc elle n'aurait pas dû s'offrir comme ça à l'Occident. Elle aurait dû envoyer un message très clair, nous voulons être amis de l'Occident, mais nous voulons jamais rentrer dans l'Europe. Si l'Arménie déclare qu'elle ne voudra jamais rentrer dans l'Europe, jamais rentrer dans l'OTAN, du coup, elle va donner un signal à la Russie comme quoi elle pourrait être une terre neutre. Le seul espoir pour l'Arménie, c'est d'être neutre, c'est-à-dire en bon terme avec l'Occident et la Russie, voire même aussi avec l'Iran, avec qui il y a des intérêts communs. Mais bien sûr, elle doit bien sûr garder une base russe en Arménie et elle doit même donner quelque chose à la Russie pour que la Russie renforce ses troupes dans la base de Gurmi en Arménie. Quand la guerre en Ukraine sera terminée, j'espère bientôt, peut-être que la Russie pourra à nouveau mettre plus de moyens pour garantir la sécurité arménienne. Mais le prix à payer, ce sera déclaré que jamais l'Arménie ne rentrera dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est pas ce que je désire. Ce serait bien l'Arménie dans l'Union européenne. Oui. Mais si l'Arménie, comme la Moldavie, regardez la Moldavie, la présidente de la Moldavie a fait un référendum il y a un an pour mettre dans la Constitution l'adhésion à l'Union européenne. Eh bien, depuis, la Moldavie risque d'être le prochain théâtre de la guerre avec la Russie. La Moldavie s'est mise en danger en refusant une position neutre. Pourtant, l'opposition neutre était presque sur le point de gagner, mais on a fait voter beaucoup plus les Moldaves de la diaspora européenne en empêchant les Moldaves de Russie de voter. Donc les élections, pour moi, ont été quelque sorte truquées, puisqu'on a donné 10 fois plus de bureaux de vote aux Moldaves d'Europe qu'aux Moldaves de Russie. Mais avant que la diaspora vote, c'était les neutres qui avaient gagné, qui étaient premiers lors de l'élection. Donc on le voit bien, l'ingérence de l'Europe qui pousse des pays à adhérer à l'Union européenne, elle les met dans un embarras. Quand les Européens ont proposé l'accord d'association avec l'Union européenne à l'Ukraine, on a bien vu, ça a débouché sur l'Euromaïdan, parce que Barroso, l'ancien président de la Commission, c'est ce que je dis dans mon nouveau livre, Le Nouvel Ordre Post-Occidental, Barroso avait dit, c'est soit l'accord d'association avec l'Union européenne et l'argent, la prospérité, soit la Russie, c'est l'un ou l'autre. Et du coup, ce choix a été mortel pour l'Ukraine. C'est pareil pour l'Arménie. Ce genre de pays ne doit pas avoir choisi une alliance européenne contre la Russie. Les mauvais termes avec la Russie sont suicidaires.
Oui, il faut être plus souple. Il faut être beaucoup plus souple. Pourquoi Pachinian a-t-il eu besoin de dire au monde que son rêve, c'était le rapprochement avec l'Amérique et remplacer la Russie par l'Amérique et adhérer à l'Union européenne? Ça ne va rien lui rapporter, car l'Union européenne ne va jamais envoyer d'hommes pour mourir contre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Jamais. Même l'Azerbaïdjan tout court. Pourquoi? Parce que l'Union européenne dépend du gaz azéri, qui d'ailleurs utilise aussi du gaz russe. On le sait, ils mélangent les deux gaz, mais je pense que ça a été très imprudent. Je pense que la personne qui ressemble le plus à Pachinian, c'est Saakashvili. Il était peut-être honnête, hein, il était anticorruption, il était peut-être sincère, mais Saakashvili a mis la Géorgie dans un énorme problème en 2008, hein, avec cette guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Saakashvili pensait que l'Amérique allait retenir les Russes, mais l'Amérique n'interviendra jamais sur le sol pour aider un pays envahi par la Russie, jamais. Dans quel contexte géopolitique les Arméniens pourraient-ils restaurer leurs droits sur le Haut-Karabakh, étant donné que l'Azerbaïdjan actuellement ne leur parle que sous la menace et sous la force? Alors là, cette question est un peu piège, mais si je vous réponds en stratège cynique, très cynique, la seule façon aujourd'hui pour les Arméniens de récupérer le Haut-Karabakh, l'Atrax, vous l'appelez comme ça, vous prononcez Atrax. Hein, Artsakh. Pour récupérer l'Artsakh, le seul cas possible serait une guerre. Or, la guerre aujourd'hui, elle ne peut pas être gagnée par les Arméniens et les rapports de force sont en faveur largement de l'Azerbaïdjan qui, grâce au pétrole et au gaz, a acheté beaucoup d'armes. Et l'Azerbaïdjan a des alliés très solides comme la Turquie, la Grande-Bretagne et Israël. Et donc, elle est armée par des armes très sophistiquées. Elle a eu des drones très rapidement. Donc, l'Arménie ne peut gagner la récupération de cette région que par une guerre qui va être très difficile à gagner puisque la Turquie est solidaire de l'Azerbaïdjan. Et donc, il faudrait un État très puissant qui un jour rentre en guerre avec l'Azerbaïdjan. Et ça ne peut être que la Russie. Mais je ne pense pas que la Russie aujourd'hui a envie de faire la guerre à l'Azerbaïdjan. Et donc, ça veut dire quoi? Si on est vraiment honnête, cynique mais honnête, aujourd'hui, l'Arménie ne peut pas récupérer le Haut-Karabakh dans aucun cas de figure, puisque la Russie ne fera pas la guerre pour elle et l'Arménie n'est pas assez armée. Et les alliés de l'Azerbaïdjan sont trop forts aujourd'hui et ne veulent pas laisser faire parce que certains États ont vraiment besoin de l'Azerbaïdjan contre d'autres États, notamment contre l'Iran. Merci et parlons maintenant des relations franco-arméniennes. Actuellement en France, la situation politique est assez tendue. En Arménie, on a souvent l'impression que l'amitié franco-arménienne est un acquis presque au-dessus des partis. Alors, partagez-vous ce point de vue ou pensez-vous au contraire que l'arrivée au pouvoir d'une force politique plutôt qu'une autre pourrait influencer, voire renforcer davantage les relations bilatérales? Alors, je vais vous donner un exemple avec une autre communauté, une communauté qui est un peu cousine des Arméniens, pas pour l'Arménie, mais en France, la communauté juive a eu un grand rapprochement avec la communauté arménienne ces dernières années parce qu'il y a ce génocide en commun, il y a une mémoire de diaspora. Et rappelez-vous, la gauche française, le Parti socialiste, était très proche de la communauté juive. Et un jour est arrivé un géopolitologue qui s'appelle Pascal Boniface, qui est aujourd'hui le chef de l'IRIS. Et à l'époque, il était un conseiller du Parti socialiste et il avait fait une note et il disait « Les Juifs, c'est 600 000 personnes, les musulmans, c'est 6 millions ». Il n'y a pas photo. Un peu comme John Mearsheimer en Amérique qui dit « Le lobby juif ne doit pas nous entraîner à être en mauvais rapport avec le monde musulman ». Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens déjà qui calculent. Les Arméniens, c'est 500 000 maximum, 400 000 personnes en comptant les moitiés arméniens, les origines, etc. Admettons maximum 500 000. Les Turcs sont déjà plus d'1 million en France. Quand les Turcs seront 2 millions, je pense qu'il y aura une bascule, un certain nombre d'hommes politiques. Il faut être franc avec nos amis arméniens. Les politiques français n'ont été pro-arméniens pour la plupart, peut-être excepté quelques amis comme par exemple Valérie
Boyer à Marseille, qui est très sincère dans sa démarche pro-arménienne, mais beaucoup d'hommes politiques ne sont devenus pro-arméniens en France que parce qu'ils avaient des électeurs arméniens. Il ne faut jamais oublier que les politiques français n'aiment pas plus les Arméniens que les Ougandais ou les Indonésiens. C'était une diaspora exotique dont le génocide attendrissait les gens. Et comme ils étaient une minorité influente, parce que c'est une minorité très bien intégrée, par exemple à Marseille, où j'ai vécu quand j'étais jeune, tout le monde a un ami arménien. À Marseille, tout Marseillais a un copain arménien très bien intégré, très loyal, en général un commerçant qui travaille, qui est honnête, et donc les gens sont pro-arméniens. Mais un jour, il y aura autant de Français qui auront des amis turcs que les amis arméniens. Et les Turcs travaillent très bien aussi. Ils ont également des commerces. Contrairement aux Algériens ou à d'autres, ou aux Maliens ou à d'autres communautés, les Turcs représentent un lobby aujourd'hui. À l'intérieur de l'islam de France, les Turcs ont dirigé pendant plusieurs années le Conseil français du culte musulman. Ils sont devenus un lobby puissant. Ce ne sont pas des Maliens ou des Marocains ou des Tunisiens. Les Turcs, comme vous le savez, hein, en Turquie c'est pareil, il y a beaucoup d'ordres. Le Turc, c'est le peuple musulman le plus ordonné. Et donc, il ne pose pas de problème de délinquance. Il n'y a pas de problème d'agression des gens dans la rue par des Turcs. Donc, les gens vont devenir petit à petit turcophiles. Je le vois déjà en Italie ou en Espagne, le lobby pro-turc est déjà supérieur au lobby pro-arménien. Parce que les Turcs ont beaucoup de médecins, d'avocats, d'hommes politiques, d'hommes d'affaires. Ils ont réussi à acheter aussi des journalistes. Ils ont un lobbying très important. Et donc, le lobby turc, à un moment, va dépasser le lobby arménien en France. Donc, la France, ça va rester le pays le plus pro-arménien, mais ça va être de moins en moins visible. Et pour répondre rapidement à votre question, quand la gauche extrême aura plus de poids, j'espère jamais, mais si la gauche extrême aura plus de poids, je pense que même si historiquement les communistes en France ont souvent été des grands amis de l'Arménie, pour plein de raisons, parce que la Turquie était dans l'OTAN, la mémoire du génocide, aussi beaucoup d'Arméniens votaient communistes il y a longtemps, parce que c'était des gens qui venaient, ils étaient pauvres au départ, etc. Mais je pense que si on met de côté le communisme, le Parti communiste français, l'extrême gauche française trotskiste, tendance Mediapart ou tendance Boniface ou tendance Mélenchon ou écologiste, les écologistes ont déjà prouvé qu'ils ont des liens avec les Turcs, puisqu'ils avaient voulu faire une grande mosquée du Milli-Görüş et turc à Strasbourg. Ils étaient prêts à donner de l'argent et ça s'était arrêté parce qu'il y avait eu un scandale. Mais aujourd'hui, on sait qu'une partie de l'extrême gauche et de l'écologisme, qui est souvent beaucoup plus rouge que vert, hein, l'écologiste, c'est souvent en France un parti d'extrême gauche, on sait que ces milieux-là ont déjà été pénétrés par le lobbyisme turc et même de plus en plus par le lobbyisme qatari, qui est souvent, qui a les mêmes clients que le lobbyisme azéri, qui a souvent le même client que les Qataris. Les Qataris et les Azéris, en Italie et en France, que je connais, ils ont acheté beaucoup de journalistes et ils commencent à acheter beaucoup de politiques, la fameuse caviar gate. Oui. Alors, pensez-vous que la communauté arménienne de France, qui est assez notable, plus de 600 000 Arméniennes il y a en France, si je ne me trompe pas, doivent soutenir les républicains, soit la Renaissance? Je parle des partis. Moi, je pense que la seule force en France qui défend les chrétiens d'Orient, car si on raisonne en global, il faut voir les Arméniens comme une des minorités des chrétiens d'Orient en France, comme les Assyro-Chaldéens de Turquie, comme les araméophones d'Irak ou de Syrie. Le seul parti qui défend beaucoup les chrétiens d'Orient, effectivement, c'est les Républicains de M. Retailleau. Mais je pense que toute la droite en général, pas Renaissance peut-être uniquement grâce au fait que Macron a eu beaucoup de problèmes avec la Turquie. Macron n'a pas été en bon rapport avec la Turquie pendant tout son mandat, ça c'est vrai. Et ma toute dernière question, Monsieur Delval, pour notre audience arménienne, il m'intéresse beaucoup. D'où vient votre intérêt envers la cause arménienne? Alors, mon intérêt envers la cause arménienne, c'est purement personnel. Quand j'étais à Marseille, j'avais un très bon copain. Malheureusement, je l'ai un peu perdu de vue. J'espère qu'on se retrouvera. Il s'appelait Derderian.
Et il était arménien et ça me fascinait d'écouter la façon dont il parlait de sa communauté. Ensuite, j'ai rencontré dans des conférences sur le génocide des gens qui avaient un journal à Marseille, un tout petit journal arménien. Et ils m'ont sensibilisé à tout cela. Et surtout, là, c'était purement personnel, hein, c'était pas du tout militant. Et quand j'ai écrit mon livre sur la Turquie, pas du tout pour les Arméniens, j'avais écrit un livre, La Turquie dans l'Europe, un cheval de Troie islamiste, qui n'était pas non plus contre la Turquie. Je montrais juste que Erdogan avait un projet qui n'était pas du tout pro-occidental, pro-européen. Je montrais que Erdogan utilisait l'Europe pour en fait détruire le pouvoir des militaires kémalistes chez lui. Et je parlais beaucoup de la Turquie. C'était en fait la stratégie d'Erdogan d'utiliser le droit européen et l'alliance avec l'Amérique pour démanteler le pouvoir des militaires qui étaient kémalistes et laïcs pour en fait réislamiser la Turquie. J'ai appelé ça la stratégie de cheval de Troie et j'expliquais aussi que la Turquie ne pouvait pas rentrer dans l'Union européenne, qu'on l'aime ou pas, hein, c'était purement structurel puisqu'il y avait le problème de Chypre. Mais le fait d'avoir parlé de la Turquie d'une manière assez critique, puisque j'avais même influencé à l'époque la droite et le parti de Sarkozy, j'avais fait beaucoup de conférences sur le fait que la Turquie ne devait pas rentrer dans l'Union européenne. Bien sûr, ça a beaucoup plu à une certaine partie de la communauté arménienne, et c'est là que j'ai connu beaucoup d'Arméniens dans de nombreuses conférences, non pas sur l'Arménie, mais sur mon livre qui expliquait pourquoi la Turquie ne devait pas rentrer dans l'Union européenne. Et voilà comment j'ai rencontré beaucoup d'associations et de personnes arméniennes au-delà de l'histoire personnelle des amis à Marseille. Merci beaucoup. J'espère un jour vous voir en Arménie, à Yerevan, et voir vos livres traduits en arménien. En tout cas, tout ce que je peux souhaiter aux Arméniens, c'est la paix. Merci le plus beaucoup. important, c'est la paix. Mais une paix qui ne soit pas une autodestruction, qui ne soit pas un déshonneur total, bien sûr. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Notre invité était Alexandre Delval, géopolitologue, essayiste et docteur en histoire. Son nouvel ouvrage intitulé « Le nouvel ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique » est disponible en librairie en France. Vous pouvez également le commander en ligne. C'était l'essentiel de l'édition récapitulative de la semaine. Prenez soin de vous. Je suis Hasmi Karakelian. À très vite.